sur ce webinaire qui sera tenu par Madame Sébarek d'Exocet sur la question de la sensibilisation au Fonds européen 2021-2027, sur la programmation 2021-2027. Madame Sébarek, à vous la parole. Merci, Madame Guanotomiti. Donc, bonjour à tous et toutes. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire qui va durer 3/4 d'heure, maximum 1 heure de temps, avec donc des questions-réponses. Comment il va se dérouler. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser. Donc, c'est pas la peine d'attendre la fin pour les poser. Que je puisse vous rassurer, donc il sera pas question donc de parler du montage de dossier FSE ou tout autre fonds européen, mais comme on vous l'a indiqué, c'est de la sensibilisation. Donc, vous parlez un peu des fonds européens, de sorte que vous ayez donc une idée, une compréhension, et éventuellement voir comment vos structures pourront émarger donc sur ces différents fonds. Bien évidemment, avec l'appui des techniciens qui sont en place et lieu dédiés à cela. Voilà, donc bienvenue et je vous partage de suite mon support. Tout le monde voit mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va? Voilà. D'accord. Alors, comme je l'indiquais, donc aujourd'hui, nous allons aborder la question donc des fonds européens. Donc, je vais aborder effectivement tous les fonds. Donc, on va présenter donc chacun de ces fonds. L'idée, c'est de vous permettre, comme je disais, donc d'en prendre connaissance, de voir un peu comment les uns les autres peuvent intervenir donc auprès de vos actions. Alors, donc, de quoi parle-t-on? Mais tout d'abord, on ne peut pas parler donc des fonds européens si on ne fait pas, si je peux dire ça ainsi, on ne fait pas donc un peu d'histoire, puisque les fonds européens ont une raison d'être. Et donc, du coup, comme vous le savez, ce sont des fonds qui n'interviennent jamais seuls et qui interviennent singulièrement en complément des aides financières que vous aurez obtenues auprès des différents financeurs que vous aurez sollicités en amont, que sont les collectivités, les administrations d'État ou les fondations ou tout autre financeur. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez que les fonds n'interviennent pas seuls. Ils interviennent d'abord en cofinancement, mais aussi sous forme d'appel à projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Surtout, qu'est-ce que la situation à laquelle les associations sont confrontées, pardon, c'est surtout la raréfaction donc, des subventions. Et donc, ça, c'est la première difficulté, mais également, vous êtes confrontés donc aux profondes mutations économiques qui impactent de manière générale votre aspect humain, financier, matériel et stratégique. Et donc, du coup, vous êtes obligé de réfléchir ou de repenser à votre modèle socio-économique pour pouvoir faire face à toutes ces mutations-là et surtout développer vos actions, développer vos projets et pérenniser les emplois si vous en avez. Donc, aujourd'hui, vous avez ces fonds européens qui sont justement des leviers à mobiliser pour garder votre structure pérenne sur un territoire. Donc, ces fonds, quels sont-ils? Comment on peut les mobiliser? Quels sont les organismes donc, qui peuvent vous accompagner dans cette mobilisation? Quels sont vos interlocuteurs? Et puis, surtout, quels sont les axes prioritaires qui sont désignés? Alors, comme vous le savez,
l'Union européenne donc, est constituée donc d'un certain nombre d'États membres. Donc aujourd'hui, ces États membres donc soit ont augmenté ou ont diminué parce qu'il y a, comme on le sait, donc la sortie donc du Royaume-Uni donc de cette union, mais nous avons d'autres pays qui ont rejoint donc l'Union européenne. Alors, maintenant que j'ai introduit cette partie, nous allons faire un petit quiz afin de voir quel est votre niveau de connaissance de l'Union européenne. Donc, parler de l'Union européenne, ce n'est pas que parler de la partie financière, puisque l'Union européenne, ce n'est pas que ça. Alors, question aux personnes qui sont présentes. Certainement, ça va vous rafraîchir la mémoire. Quelle est la date de création de l'Union européenne? Ce sont des choses qu'on a apprises hein, quand on était scolarisé, mais qu'on oublie. Quelle est la date de la création de l'Union européenne? « 1957. Oui, donc, mais je parle de l'Union européenne. Hein. Donc, avant l'Union européenne, on avait autre chose. Donc, c'est la première date, effectivement, qui a initié cette démarche. Qui donne sa langue au chat? Personne? Alors, effectivement, cette première date, donc, est la date d'initiation donc, à cette démarche de rassemblement donc, des pays. Donc, on a eu effectivement un certain nombre de pays qui ont rejoint ce projet, mais c'est plus particulièrement le 1er novembre 1993 que avec le traité de Maastricht que l'Union européenne donc, a vu le jour. D'accord? Merci pour la réponse. Combien de pays sont membres de l'Union européenne? Alors, il me propose une réponse. Vous pouvez participer. Oui, 93. 27 dans le chat. Ouais, 27. Merci. 28. Oui. Donc, c'est 27, effectivement, sur la dernière date. Donc, il y a effectivement des pourparlers pour l'entrée d'autres pays. Donc, là, on attend effectivement que la liste soit validée et formalisée. Merci. Quel est l'actuel président de l'Union européenne? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Personne n'a la réponse? Donc, c'est une présidente, c'est Madame Ursula von der Leyen. Elle est donc présente depuis 2019 et c'est elle qui coordonne et dirige justement les travaux de l'Union européenne. Et une autre question, donc avant la dernière, quelles sont les valeurs qui fondent le projet européen? Vous devriez quand même avoir un minimum de valeurs à partager. Pourquoi l'Union européenne? Bon, il semble que nos invités ne soient pas encore réveillés. Alors, donc les valeurs qui fondent le projet européen, ce sont donc les valeurs respect de la dignité humaine. Je pense que c'est au moins que vous aurez partagé cette information. La liberté. Dans le chat, il y a liberté, égalité, droit de l'homme. Ah, merci. Au moins une première réponse. Merci. État de droit, donc respect donc des droits de l'homme, y compris justement des droits des personnes appartenant donc à des minorités. Donc, ce sont des valeurs qui fondent le projet européen et qui permettent justement que les fonds européens décident de financer des activités, des actions et surtout celles que vous allez proposer en lien avec la personne qui est au centre des préoccupations.
Alors, je vous propose donc de résumer ce petit questionnaire qu'on vient de voir ensemble par une petite vidéo. Alors, addition que vient. Allez. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, c'est parti. Voici l'Europe telle qu'elle était en 1949. L'OTAN vient d'être créée et ne concerne qu'une dizaine de pays. L'Allemagne de l'Ouest devient un pays indépendant la même année. Mais la menace communiste est un enjeu à l'époque. Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères français, fera la déclaration qui porte son nom en 1950. Écoute Allemagne, il faudrait qu'on se serre les coudes désormais et qu'on se partage nos ressources. Voilà, dès 1952, la communauté européenne du charbon et de l'acier est mise en place. En plus de la France et l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, l'intégreront. Le but, c'est de pouvoir se partager facilement le charbon et l'acier entre les pays membres. Les mêmes pays réfléchiront à créer carrément une union militaire, ce qui ne va pas aboutir. En compensation, on décidera de créer une union économique élargie, ainsi en 1957, et créer la Communauté économique européenne avec les mêmes pays lors du traité de Rome. Elle entre en fonction le 1er janvier 1958, le but c'est de créer un marché commun entre les pays fonctionnels à partir de 1968. Les marchandises pourront être déplacées librement d'un pays à l'autre sans avoir à subir les droits de douane. De plus, de grandes institutions sont créées. La Commission européenne par exemple, dont le siège est à Bruxelles. Le Parlement européen qui se situe à Strasbourg, ou encore la Haute Cour de justice à Luxembourg. Voilà pourquoi on dit que ces trois villes sont les trois capitales de l'Europe, surtout Bruxelles. Par la suite, des politiques communes sont mises en place. La plus célèbre est la politique agricole commune. Les États membres s'engagent à s'entraider pour développer l'agriculture et faire de la CEE une puissance agricole mondiale. Mais la France et l'Allemagne auront deux visions de l'Europe. Moi je suis pour une Europe fédérale où tous les États suivent la même politique. Excuse-moi, je tiens quand même à avoir mon indépendance. Dans les années 60, la France de Charles de Gaulle va se freiner à ce fédéralisme en pratiquant la politique de la chaise vide. Alors bonjour à tous, comme vous savez, pour accorder un projet, il faut que tous les pays membres donnent leur approbation. Du coup Oh mince, la France n'est pas venue à la réunion, on va encore une fois pas pouvoir prendre de décision. La France sera d'autant plus embêtante qu'elle posera son veto dès qu'elle le pourra. Bonjour, je suis le Royaume-Uni, et moi je suis la Norvège, et on voudrait entrer dans la CEE. Non, moi je veux pas de nouveau. On est très bien tous les 6, allez, bonne soirée. France, tu peux pas virer les gens comme ça à chaque fois. Écoute, moi je veux pas de ces atlantistes qui préfèrent l'Amérique à l'Europe. Hey salut, moi j'aimerais bien aussi entrer dans la CEE. Espagne, tu es encore une dictature franquiste, on peut pas t'accepter, on a des idéaux à respecter. Bon, ok. En 1969, Charles de Gaulle démissionne. Le nouveau président, Pompidou, arrêtera la politique de la chaise vide. Le premier élargissement sera mis en place. Le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande intègrent la CEE en 1973. La Norvège ne l'intégrera finalement pas en raison d'un référendum populaire où le non à l'Europe a gagné. Il y aura d'autres élargissements, notamment la Grèce en 1981, puis l'Espagne et le Portugal en 1986. Ces trois pays étaient des dictatures jusque dans les années 70. Dans les années 80, même le Maroc fera une demande d'adhésion. Bonjour, j'aimerais intégrer la CEE. Vous savez, on est très proche de l'Europe, on a plein de points communs. Alors je sais que je ne suis pas en Europe, ceci dit, si on construit un pont entre l'Espagne et moi... Ok, j'ai rien dit. En 1987, la Turquie fera elle aussi sa demande. Elle est encore en cours aujourd'hui. Mais revenons-en à l'année 1985. Le 14 juin, on y signe l'accord de Schengen. Et en 1990, ensuite, on signe la convention de Schengen. Puis en 1995, l'espace Schengen est enfin fonctionnel. Qu'est-ce donc ? Eh bien un espace entre certains pays membres de la CEE dans lequel les habitants peuvent se déplacer librement, sans douane. N'oublions pas qu'en 1993, un autre événement a eu lieu. La Communauté économique européenne change de nom et devient l'Union européenne, mais elle change surtout de statut. Par la même occasion, on veut renforcer l'Union en créant une citoyenneté européenne.
3 pays intègrent l'Union, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Il faut rajouter aussi l'Allemagne de l'Est qui a été englobée par l'Allemagne de l'Ouest en 1990. Et d'ailleurs, un autre grand projet commence à se concrétiser à ce moment-là, la monnaie unique. En 1972, le serpent monétaire européen avait été mis en place. Les pays membres devaient respecter des normes monétaires. En 1979, le dispositif est renforcé avec la création du système monétaire européen et sa monnaie virtuelle, l'écu. Les pays membres doivent donc s'aligner sur cette monnaie virtuelle. Puis à partir de 1993, on prévoit que l'écu devienne la monnaie des pays membres d'ici 1999. En 1995, la monnaie changera de nom, ce sera l'euro. 11 pays entrent dans la zone euro en 1999, puis la Grèce en 2001. La monnaie ne sera utilisée que pour les transactions, la monnaie fiduciaire sera utilisée à partir de 2002. Le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays intègrent l'Union européenne, la plupart sont d'anciens pays du bloc de l'Est. Les pays sont Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie pour les anciens pays du bloc de l'Est, Slovénie, qui était membre de la Yougoslavie, et enfin Malte et Chypre. Ils sont rejoints par 2 autres en 2007, Bulgarie et Roumanie, les 2 pays les plus pauvres de l'Union. Une Europe à 27, c'est moins facile à gérer qu'une Europe à 6, surtout que là, il y a des pays bien plus pauvres que d'autres. C'est pour ça que dès 2005, on a voulu mettre en place une constitution européenne afin de mieux marquer la politique européenne. Mais par référendum, la France et les Pays-Bas ont voté non. Pas tous les pays avaient procédé à des référendums. Cet échec est rattrapé avec le traité de Lisbonne, signé en 2007, institué en 2009. Depuis cette date, l'Union européenne est dotée d'un président du Conseil. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 28 pays avec l'entrée de la Croatie en 2013. C'est 500 millions d'habitants et c'est la première puissance économique mondiale. Mais ce n'est pas une puissance politique, les pays ayant beaucoup de divergences. Et puis, c'est une union désormais très contestée. Le référendum pour la sortie du Royaume-Uni en est un exemple fort. Ce pays devrait quitter l'Union dans quelques années, une fois la procédure terminée. Voilà, c'était l'histoire de l'Union européenne. Donc, je pense que vous avez un peu plus maintenant d'informations sur l'Union européenne. Vous savez donc de quoi on va parler. Donc, on revient à la partie financière. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour tout le monde? Très bien. Alors, donc en résumé, l'Union européenne est une union politique et économique unique au monde, puisqu'elle compte 28 pays et aujourd'hui 27, couvrant donc une bonne partie du continent européen, au travers d'une stabilité, d'une monnaie unique, d'une mobilité et une croissance, et des institutions démocratiques et transparentes. Donc, autour de 3 domaines forts que sont le commerce, les aides humanitaires, la diplomatie sécurité, et qui fonctionnent donc avec différents acteurs. Donc, je vous laisse le lien que vous pourrez, sur lequel vous pourrez cliquer par la suite et donc découvrir justement ces différents acteurs. Alors, comme vous le savez, tous les 7 ans, donc l'Union européenne révise donc la stratégie d'attribution des fonds européens pour répondre aux enjeux des territoires et donc des populations des États membres et aussi aux nouveaux défis de l'Union européenne. Donc, vous avez été concerté il y a l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, sur les différents besoins, les différentes problématiques, les différentes orientations que pourrait proposer le territoire martiniquais pour la Martinique dans le cadre donc, de ces différents projets de développement. Et donc, la Commission européenne et les États membres donc, décident conjointement de ces nouvelles priorités ainsi que de la répartition du budget afférent. Donc, chaque État membre se verra allouer donc un budget, une somme pour pouvoir mettre en place ses actions et ses priorités stratégiques. Comme indiqué, nous allons donc aborder la question de la programmation 2021-2027, et singulièrement celle qui fait ressortir les 5 priorités d'investissement pour 2021-2027. Et donc là, l'Union européenne est la mieux placée pour réaliser justement une approche plus adaptée du développement régional, une simplification au travers des règles plus courtes, moins nombreuses et plus claires. Donc, ceux et celles qui ont eu l'occasion d'utiliser ou d'émarger sur la programmation de 2014-2020, certainement comprendront de quoi je parle et verront la différence. Un cadre plus souple, un lien renforcé donc avec le semestre européen et la gouvernance économique de l'Union, avec plus de possibilités de synergie au sein de la boîte à outils budgétaire de l'Union européenne,
Et au niveau Interreg, on a levé les obstacles transfrontaliers et on pourra soutenir donc les projets d'innovation interrégionaux. Il y a aussi des règles renforcées pour des investissements européens plus performants. Un recours accru aux instruments financiers et davantage d'efforts de communication pour améliorer justement la visibilité de la politique de cohésion. L'idée, c'est pas simplement de parler que des moyens financiers, mais de parler aussi des différentes actions qui sont menées par les fonds européens sur chaque État membre pour pouvoir mener des actions qui changent la vie des personnes, qui changent la vie du pays et qui répondent singulièrement donc aux différentes problématiques identifiées. Bien évidemment, comme vous le savez, l'Union européenne, c'est quand même prendre en compte les pays les plus pauvres, hein, ceux qui ont le plus besoin, donc se verront aussi accompagnés différemment. Quels sont les enjeux donc européens? Donc les fonds européens, justement, financent des projets qui doivent répondre aux besoins locaux, tout en s'inscrivant dans les grands objectifs de l'Union européenne. Donc, comme vous l'avez vu, il y a, comme le système d'entonnoir, hein, donc les remontées des demandes, des besoins, des problématiques qui font l'objet donc de concertation, de discussions, qui ensuite donnent la déclinaison donc par État membre, par territoire et ensuite par région, donc pour pouvoir développer des actions en territoire. Et donc, les enjeux européens qui définissent pour ces temps, donc l'intervention des fonds européens dans les territoires, sont d'abord sur le cadre financier pluriannuel, donc le budget de l'Union à long terme, d'accord, des politiques confiées aux États membres, des fonds européens pour financer ces politiques-là, et bien évidemment, la France a des budgets, donc des montants qui sont identifiés donc pour chaque type de fonds, qu'on verra plus en détail. Et donc, une politique de cohésion et une politique liée à la pêche, où il y a de nouveaux enjeux, surtout au niveau européen. Et nous allons voir aussi quelles sont la mise en œuvre de ces fonds et l'accord de partenariat et les programmes. Et enfin, vous verrez donc tout au long, plus en détail, cette nouvelle programmation pour 2021-2027. Je pense que, alors, je ne connais pas toutes les associations qui sont présentes, mais je pense que toutes, vous allez trouver, si je peux dire, chaussures à votre pied, dans la mesure où, aujourd'hui, au niveau donc des fonds européens, les priorités, les orientations sont véritablement réfléchies en fonction des problématiques identifiées ces dernières années. Quels sont les fonds sur lesquels donc vous aurez du financement? On a donc le Fonds européen de développement régional, qui est le FEDER, et donc le Fonds social européen plus, donc c'est le Fonds social européen qui devient depuis 2021 le Fonds social européen plus, le Fonds européen pour une transition juste, donc, qui est un nouveau fonds, dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Vous avez également le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et l'aquaculture. Donc, jusqu'à 2014-2020, on parlait du FEAMP. Depuis 2021, on parle du FEAMPA. Le Fonds pour la sécurité intérieure, le Fonds asile, migration et intégration et l'instrument donc de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui relève donc des politiques de migration et affaires intérieures. Et enfin, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, qui aussi soutient donc le développement rural au travers du LEADER, ou LEADER. Alors, je vais plus précisément vous parler donc des fonds européens donc qui font partie donc du FESI, du FEAMPA, du FEADER et de LEADER. Donc, les fonds de sécurité intérieure et autres, donc c'est à titre d'information, mais je ne vais pas les développer puisqu'on n'en a pas l'utilisation au niveau des associations ou des structures de l'économie sociale et solidaire. Quels sont les montants qui sont donnés à la France pour mener ces politiques? Pour le FEDER, il y a 9,1 milliards d'euros. Le Fonds social européen plus 6,7 milliards d'euros. Le Fonds de transition juste, 1 milliard d'euros. Le FEAMPA, le fonds donc dédié à l'agriculture, à la pêche, et à l'aquaculture, 0,6 milliards d'euros. Le fonds donc dédié à l'inclusion, 98 millions d'euros.
Donc, les autres, on n'en parle pas trop. Et le FEADER, 14 milliards d'euros. Donc, vous voyez, donc, il y a donc des montants qui sont relativement importants au regard des objectifs que la France s'est fixés. Donc, des politiques confiées aux États membres, comme on l'a vu au travers donc, de la petite vidéo, des propos que j'ai échangés depuis jusque-là avec vous. Et donc, ce sont des politiques qui vont concerner la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. L'idée, c'est de réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions de l'Union européenne. La politique des affaires maritimes et de la pêche, donc c'est développer justement l'aquaculture et la pêche tout en préservant les ressources et la biodiversité marine. Une politique de développement rural qui va permettre d'accompagner et harmoniser les mutations de l'espace rural. Et enfin, les politiques migration et affaires intérieures qui vont construire une Europe plus sûre. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? Oui. Très bien. Donc, on a une politique de cohésion sociale donc, au niveau européen qui permet de mettre en avant 5 objectifs stratégiques. Déjà, que l'Europe soit beaucoup plus intelligente au travers donc, de l'aspect innovation, la numérisation, la transformation économique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Donc, de plus en plus, elle s'oriente vers ces petites structures que nous sommes pour nous accompagner et nous aider au mieux. Une Europe plus verte, il est clair que la situation climatique ne peut qu'amener vers ça, à zéro émission de carbone, qui met donc en œuvre l'accord de Paris et investit dans la transition énergétique, climatique et écologique. Une Europe plus connectée, puisqu'elle va être dotée de réseaux stratégiques de transport. Une Europe, bien évidemment, plus sociale, qui va donner une expression concrète au socle européen des droits sociaux, et donc qui va soutenir les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins de santé. Et enfin, une Europe plus proche des citoyens, puisqu'elle va soutenir les stratégies de développement pilotées au niveau local et le développement urbain durable dans toute l'Union européenne. Donc, ce sont des objectifs, bien évidemment, qui sont communs à l'ensemble des États membres. Et donc, du coup, leur poids financier est ensuite adapté en fonction des besoins de chacun, et singulièrement des régions, comme nous en Martinique. Alors, comment elle est mise en œuvre? D'accord? Donc, cette politique est mise en œuvre au travers d'accords de partenariat et de programmes. Je vous ai un petit peu cité les différents fonds, donc on va les voir plus particulièrement dans les détails. Donc, les nouveautés pour 2021-2027, comme je l'ai un peu indiqué, c'est que le périmètre géographique des programmes correspondent déjà aux régions françaises qui y sont depuis 2015. Mais il y a aussi des disparitions en termes de programmes et l'apparition de nouveaux programmes que vous allez découvrir au fil de ma présentation. Voilà, donc on va aborder la question des différents fonds, puisque ce sont des fonds qui vous permettent d'avoir justement des opportunités, sachant qu'aujourd'hui, nous avons donc la raréfaction des subventions des fonctions publiques territoriales, les fonctions publiques d'État, et donc du coup, il faut réfléchir à un autre modèle socio-économique, réfléchir à d'autres sources de financement et surtout réfléchir à un modèle hybride. D'accord? Tout d'abord, les fonds européens structurels et d'investissement, autrement dit le FESI. Donc, ce sont des instruments financiers de la politique de la cohésion européenne. Ces fonds vont être dotés donc de 392 milliards d'euros pour l'ensemble, auxquels s'ajoutent des cofinancements nationaux pour un total de 500 milliards d'euros. Ce sont des chiffres qui sont certes importants, mais qui, après, dans leur répartition, se verront répartir de manière adaptée en fonction de chaque État. Donc, ces moyens financiers, bien évidemment, sont gérés grâce à une coopération entre la Commission européenne, les États membres et les acteurs locaux, notamment régionaux. Donc, ils permettent de réaliser l'objectif de réduction des disparités entre les différents espaces de l'Union européenne à l'échelle des États, des régions et des territoires locaux. Donc, ces fonds sont au nombre de 5.
je vous les ai un peu présentés rapidement tout à l'heure. Donc, le Fonds européen donc, de développement régional, le FEDER, le Fonds social européen plus, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et le Fonds de cohésion. Le Fonds de cohésion, j'en parlerai pas puisque la France n'est pas concernée. Alors, je vous propose de suite de mieux comprendre ces fonds au travers, voilà. Je suis ici, en plein milieu de la Silicon Valley européenne. Nous sommes à Lausanne, en Suisse. C'est qu'à L'ambition française, les fonds européens structurels et d'investissement au service de la stratégie Europe 2020. Pour faire face aux grands défis de l'Union européenne, toutes les politiques de l'Union européenne ont le même objectif, favoriser la croissance et l'emploi. C'est la stratégie Europe 2020. Adoptée en 2010, cette stratégie européenne vise une croissance intelligente, durable et inclusive et fixe des objectifs européens. Ces objectifs sont définis pour les 28 États membres pour 7 ans. Pour les mettre en œuvre, les politiques de l'Union européenne disposent au total de 960 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Excusez-moi. Certaines de ces politiques sont mises en œuvre directement au niveau européen. Mais pour être plus efficaces, les budgets de 3 politiques européennes sont confiés aux États membres. La politique de cohésion économique, sociale et territoriale, la politique de développement rural, la politique de la pêche et des affaires maritimes. Pour la première fois, l'Europe demande de la synergie entre les 3 politiques. Les États membres ont l'obligation d'associer tous les acteurs. 4 fonds européens financent ces 3 politiques. Les fonds européens structurels et d'investissement FESI, FEDER, FSE, FEADER, FEAMP. La stratégie Europe 2020 est déclinée en 11 objectifs thématiques communs aux 4 fonds. Chaque État membre adapte la façon de mettre en œuvre les 3 politiques européennes sur son territoire en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins de développement. Pour la France, 26,7 milliards d'euros ont été alloués pour 7 ans, dont 8,4 milliards d'euros de FEDER, 6 milliards d'euros de FSE, 11,4 milliards d'euros de FEADER et 588 millions d'euros de FEAMP. Il faut ajouter à ce budget 1,1 milliard d'euros pour la coopération territoriale européenne et 310 millions d'euros au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, IEJ. C'est au travers de l'accord de partenariat que chaque État membre définit la stratégie d'intervention des FESI sur son territoire. En France, l'accord de partenariat est issu d'une concertation d'1 an avec les 350 organismes et le grand public. Il a été adopté par la Commission européenne le 8 août 2014. La stratégie d'intervention des FESI en France repose sur 3 piliers. Restaurer la compétitivité de l'économie et de l'emploi, poursuivre la transition énergétique et écologique et la gestion durable des ressources naturelles, promouvoir l'égalité des territoires et l'égalité des chances. Des programmes. Voilà, donc c'était pour vous donner une petite idée donc, de la manière dont les choses ont été réfléchies donc, dans le cadre des fonds européens. OK. Donc, vous avez bien compris que donc, les fonds structurels donc, concernent donc, singulièrement l'écologie, la partie donc aquaculture et la pêche, et aussi donc tout ce qui concerne donc l'éducation, la cohésion sociale, etc. Alors, on va rentrer dans plus de détails concernant les fonds européens donc de développement régional, qui est le FEDER. Et donc, le FEDER, donc a pour objectif de réduire les écarts de développement entre les régions de l'Union européenne et intervient singulièrement sur 2 objectifs. Une Europe plus intelligente, puisque grâce à l'innovation, la numérisation et la transformation économique, elle va pouvoir donc mieux soutenir et accompagner donc tous les changements, mais aussi accompagner les petites et moyennes entreprises. Une Europe plus verte, avec l'idée donc de 0 émission de carbone, qui va mettre en place et en œuvre l'accord de Paris et investir dans la transition énergétique. Alors, je vous ai mis des liens sur lesquels vous allez pouvoir voir
plus en détail comment. Alors, je vous partage cet exemple. Comme ça, vous allez voir comment ça se... Alors, vous voyez mon écran là, c'est bon? OK. Hein? Oh là là. Voilà. Je vais juste déplacer ça. Voilà. Voilà. Donc, vous avez plus en détail donc, la façon dont ce fonds est orienté, son organisation. Et donc, je vous mets systématiquement donc, des liens pour vous permettre justement de vous familiariser avec les différentes plateformes, les portails proposés pour vous permettre donc, de comprendre et de vous approprier plus en détail donc les différents fonds. Donc, je vous partage juste celui-là et vous verrez que pour les autres, vous aurez ces liens qui sont associés. Donc, les objectifs pour le FEDER, comme indiqué ici, sont donc avec une enveloppe d'environ 200 milliards d'euros sur la période de 2021-2027, de pouvoir permettre au FESI donc de mieux se structurer, mais surtout de pouvoir avoir les moyens financiers pour accompagner les différentes actions pour favoriser le développement harmonieux, équilibré et durable donc, de l'Union européenne pour réduire les écarts de développement entre les régions. Donc, un programme qui met notamment l'accent sur la reconversion des régions industrielles en déclin, y compris en promouvant le développement durable. Donc, 30% des aides du FEDER devront donc par ailleurs être allouées aux engagements climatiques et 8% au développement urbain. Donc, en France, ce fonds de développement soutient donc en particulier les capacités de recherche et d'innovation, la compétitivité des PME, et ça, vous allez retrouver ça aussi dans les axes arrêtés sur la Martinique, les efforts de numérisation, ainsi que les secteurs de la culture et du tourisme. Donc, le développement des énergies renouvelables, ça c'est un élément très important. Les mobilités durables et l'adaptation au changement climatique font aussi partie du périmètre du FEDER. Le programme participe également à la coopération territoriale européenne, connue sous le nom d'Interreg, que vous avez eu l'occasion de voir. Les porteurs de projets qui sont éligibles, ce sont toutes les entreprises, des associations, des autorités locales et régionales, les universités ou centres de recherche, centres de formation et toute entité qui souhaite présenter un projet au niveau du FEDER. Alors, comment ça marche? Donc, déjà, vous avez une proposition de subvention en termes de cofinancement des projets, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, pour les régions qui sont les plus développées, ils ont mis un taux qui est de 50%. Les régions qui sont en transition, 70%. Et puis, les régions moins développées, 85%. Ce qui rentre véritablement dans la dynamique et la démarche de l'Union européenne, c'est de pouvoir aider les pays qui ont le plus besoin. Donc, vous voyez bien que les taux sont adaptés en fonction de chacune des situations. La procédure donc, de dépôt de dossier, donc on verra par la suite. Est-ce que vous avez des questions sur ce fonds européen? Donc, le FEDER, comme je l'ai indiqué, permet de réduire les écarts de développement entre les régions et intervient sur différents champs qui pourraient, à mon avis, vous concerner. Donc, vous allez pouvoir lire plus en détail et voir effectivement si vous pouvez ou pas faire une proposition de projet ou éventuellement répondre à un appel à projet. Donc, vous verrez également que sur cette plateforme, vous avez donc des petites vidéos, d'accord, qui vous permettent d'avoir un complément d'information et faciliter donc la compréhension de chacun de ces fonds. J'en reviens à mon support initial. J'ai une petite question. Oui. Le taux d'intervention, du coup, pour la Martinique, on se situe où? Parce que, là, on est sur les fonds français. Donc, les montants pour la Martinique n'ont pas encore été validés ou statués puisqu'ils sont toujours en cours de concertation au niveau de... Voilà, donc ce sont des éléments qui sont en cours parler, donc qui n'ont pas encore été validés, y compris pour l'État en Martinique.
Donc, pareil, ils sont plutôt sur le schéma de finalisation donc, de la programmation 2014-2020. Et donc, les indications ne sont pas encore sorties. D'accord. Ok, merci. Alors, on a effectivement les chiffres hein, de manière globale, mais pas découpés en termes de mesures, en termes d'axes ou en termes de priorités. Ça va pour tout le monde? Alors, pour mieux comprendre donc, le fonds FEDER, alors, je fais attention à mon temps d'intervention, je vous ai mis donc des liens pareils pour que vous puissiez donc prendre le temps de lire et de familiariser donc avec les informations apportées. Nous poursuivons donc avec le Fonds social européen, plus, qui est un fonds dédié donc à l'emploi, l'éducation et la formation au sein donc, de l'Union européenne. Et donc, ce programme vise aussi à lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire. Donc, comme je vous indiquais tout à l'heure, le Fonds social européen est devenu Fonds social européen plus, puisque il vise d'autres champs que l'unique champ de l'éducation ou de l'emploi. Là, elle concerne aussi la pauvreté et la précarité alimentaire. Donc, elle investit aussi dans les ressources humaines dans le but d'améliorer la situation de l'emploi, de l'éducation au sein de l'Union européenne, bien évidemment. Et donc, elle est destinée à concrétiser ce socle européen des droits sociaux, puisque l'objectif, c'est d'avoir une protection sociale équitable et à créer donc des sociétés inclusives et cohésives visant à éradiquer la pauvreté, puisque c'est Madame Goma qui le disait tout à l'heure, on voit bien donc la situation liée à l'inflation qui crée donc des situations de précarité. Et donc, du coup, l'Europe aussi prend position par rapport à ces situations. Donc, les territoires d'outre-mer sont aussi aidés en particulier pour renforcer leur administration. Donc, pareil, vous avez un lien qui va vous permettre de voir plus en détail comment le Fonds social européen plus donc intervient auprès de nos territoires. Donc, je veux quand même faire un focus sur le Fonds social européen plus, dans la mesure où vous êtes des associations qui peuvent marger donc sur ce fonds par rapport à vos actions, par rapport à vos projets. Européen Plus regroupe le Fonds social européen. Vous voyez mon écran? Vous voyez l'écran ou pas? Moi, je vois encore la présentation. Pour l'instant, on ne voit pas ton de la présentation. Ok, c'est bon. FSE, Ah, là, c'est bon. le Fonds européen d'aide aux plus démunis, ex-FEAD, l'Initiative pour l'emploi des jeunes, IEJ, le Programme pour l'emploi et l'innovation sociale, appelé EASY, est géré par la Commission européenne. Le FSE+, a pour objectif d'aider les États membres à atteindre des niveaux d'emploi élevés, de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et résiliente prête pour l'avenir, de créer des sociétés inclusives et équitables qui visent à éradiquer la pauvreté, de respecter les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, de soutenir et compléter les politiques des États membres qui garantissent l'égalité des chances, l'égalité d'accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et de qualité, et la protection et l'inclusion sociale. Au niveau européen, le FSE+ dispose de 99,3 milliards d'euros. Pour la France, le budget s'élève à 6,674 milliards. Mais concrètement, c'est... Donc, vous voyez que pour le Fonds social européen plus, donc non seulement le périmètre d'intervention s'est élargi, mais que les budgets donc alloués sont quand même relativement importants. Et donc, du coup, vous aurez effectivement la possibilité d'élargir vos propositions d'action en lien avec le public que vous accompagnez. Est-ce que vous avez des questions sur ce Fonds social européen plus? Est-ce que c'est un fonds qui pourrait vous concerner?
par rapport à vos différentes actions, votre objet associatif? Pas de réponse? Si j'ai bien compris, pour tout ce qui concerne la transition écologique, c'est plutôt le FEDER, c'est ça, hein? Oui, totalement. Le FEDER qui Ok, fait partie donc du fonds d'investissement, fonds européen donc structurel d'investissement. Donc ça rejoint effectivement le Fonds social européen plus, sachant que alors vous avez des fonds qui peuvent être mobilisés euh, en complémentarité. Bah, le d'accord. Fonds social européen plus peut être associé au FEDER. Ça dépend effectivement de la manière dont vous allez présenter votre projet. Et donc, il est parfois plus logique de présenter vos demandes de manière simultanée. D'accord. Alors, donc, pareil, je vous ai mis donc un témoignage, une petite vidéo qui va vous indiquer euh, la façon dont la structure a pu mobiliser donc ce Fonds social européen. Alors jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, sur le Fonds Oui. pour une transition juste, donc c'est le nouveau fonds dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau programme qui a été présenté donc pour la programmation 2021-2027, puisque l'idée, c'est de soutenir les travailleurs concernés par le déclin des secteurs les plus polluants ainsi que les territoires les plus dépendants aux énergies fossiles qui risquent d'être bousculés et fragilisés donc par la transition écologique. Donc, c'est donner un coup de pouce aux territoires pour diversifier leur économie, accélérer l'utilisation des énergies renouvelables et développer donc la recherche et l'innovation. Il soutiendra aussi la reconversion des travailleurs et la formation aux métiers d'avenir. Donc là aussi, ceux et celles qui sont sur la question de la transition écologique, le réemploi, les énergies renouvelables, la recherche, l'innovation, voilà, enfin, tout ce qui a trait en tous les cas à la diminution donc d'utilisation des énergies fossiles. Si vos actions ben, sont dans cette orientation, vous avez ce nouveau fonds qui est proposé. Et j'ai envie de dire qu'il y a même un travail donc en amont à pouvoir aussi mener qui est de l'ordre de la transition, de la préservation, de la sensibilisation et également donc de la formation des personnes donc autour de ces nouveaux métiers. Donc déjà, lister ces nouveaux métiers, les identifier et faire des propositions auprès donc de ce fonds pour pourquoi pas aider l'insertion professionnelle des personnes qui sont en difficulté d'insertion. Oui, Karen. Sur ce fonds-là, le dossier serait à monter au niveau national ou local? Ou on ne sait pas encore? Alors, En fait, est-ce que sur ces c'est fonds, État ou CTM? C'est mon interrogation. pour le moment, je ne présente que les fonds de manière générale pour la France, sachant que D'accord. on peut émarger sur les fonds, tant sur l'Europe directement que sur le national ou que sur le local. Donc, on ne peut D'accord. pas parler des fonds dédiés au local si on ne parle pas des fonds qui sont déjà attribués sur le plan national ou le plan européen, puisque Mm. ça vous donne au fait des opportunités possibles. Dans la mesure où si l'offre n'existe pas sur le territoire, puisque le territoire ne l'a pas identifié comme étant une priorité, vous avez Mhm. cette latitude, en tous les cas, d'aller sur les autres territoires puisqu'on n'oubliez pas, hein, l'Union européenne, c'est l'ouverture des frontières, c'est l'ouverture des possibilités d'émarger sur les fonds proposés par les uns et les autres. Donc, même si vous D'accord. êtes en Martinique et que vous identifiez un programme qui vous intéresse et qui est sur le national et que vous envisagez, pourquoi pas, de faire une proposition avec une structure déjà installée, c'est possible. Vous l'avez bien vu, en Martinique, nous avons des structures qui marchent sur les appels à projets ou qui font des propositions pour le territoire. Ok. Donc, le fonds de transition juste, donc je pense que comme Karen pose la question, donc ça peut faciliter sa compréhension.
Est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont comme sur cette question de transition juste, écologique? Non? La méditation peut nous aider à améliorer nos capacités d'attention. Elle peut nous aider à Un nouvel instrument financier de la politique de cohésion au service du développement durable fait son apparition. Le Fonds de transition juste, FTJ, doté d'1 milliard d'euros pour la France. Il permet de faire face aux conséquences économiques et sociales de la transition écologique sur les territoires industriels les plus émetteurs de CO2. En France, les secteurs industriels visés sont ceux de la métallurgie, la chimie, le ciment, la verrerie et la production d'électricité à base de charbon. Ce nouveau fonds est au service du Pacte vert pour l'Europe. L'objectif de ce pacte est de rendre l'Union européenne climatiquement neutre d'ici à 2050. 6 régions sont concernées, la Normandie, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le FTJ est divisé en 2 volets. Un volet social via le programme national Emploi et Compétences. Ce volet social est doté de 309 millions d'euros. Il permettra de financer la reconversion et la formation des salariés des secteurs en déclin et en transformation, l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers d'autres secteurs préidentifiés. Pour les territoires les plus vulnérables uniquement, le programme national prévoit des actions d'inclusion pour les personnes éloignées de l'emploi. Un volet économique via des programmes régionaux pour les 6 régions concernées, avec une enveloppe de 691 millions d'euros, consacrée aux investissements en faveur de la transformation des secteurs émetteurs visés par le FTJ pour la France et le développement des secteurs de diversification. La mise en œuvre est encadrée sur chacun des territoires par un plan de transition juste, commun aux programmes régionaux et nationaux, ce qui implique une coordination stratégique et opérationnelle étroite entre les différentes autorités de gestion. Voilà, donc un petit résumé donc, de ce nouveau fonds. Donc, comme d'habitude, hein, donc, il y a toujours un territoire donc, d'exemplarité. Et ensuite, les décisions sont prises sur les autres territoires de déclinaison. Le FEAMPA, donc très rapidement, donc c'est aussi un outil financier, donc par contre qui va accompagner la politique commune de la pêche et la politique maritime autour de 4 objectifs, donc des mers et des océans donc sains, sûrs et gérés de manière durable, une sécurité alimentaire grâce à l'approvisionnement en produits de la mer, la croissance d'une économie bleue durable et le renforcement de la gouvernance internationale des océans. Donc, pareil, vous avez un lien que je vous ai associé pour que vous puissiez voir de manière plus approfondie tous les détails quant au budget donc arrêté, les modalités donc d'éligibilité, les modalités de mise en œuvre ou de sollicitation donc de ce fonds. Donc, je ne détaille pas plus que ça. Vous allez pouvoir le voir en détail par la suite. Donc, pareil, vous avez une petite vidéo qui va vous apporter cette information. Alors, le fonds de cohésion que je ne vais pas forcément développer puisque la France n'est pas donc éligible à ce fonds, mais à titre d'information, vous savez que ce fonds de cohésion fait partie donc des fonds structurels d'investissement. Les fonds agricoles, qui pourraient donc concerner certains parmi vous, donc on a le Fonds européen agricole donc de garantie, le FEAGA, et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER. Alors, ce fonds donc européen agricole de garantie, donc le FEAGA, finance principalement l'aide aux revenus des agriculteurs et les mesures de marché. C'est un fonds quand même qui est assez intéressant puisque nous savons comment les agriculteurs rencontrent des difficultés. Donc, il est totalement le bienvenu. Il poursuit donc 10 objectifs. C'est assurer un revenu équitable aux agriculteurs, renforcer la compétitivité, améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire,
agir contre le changement climatique, protéger l'environnement, préserver les paysages et la biodiversité, soutenir le renouvellement des générations, dynamiser les zones rurales, garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé, et surtout encourager les connaissances et l'innovation. Donc, ce Fonds européen agricole pour le développement rural ainsi que le Fonds de garantie permettent justement de les mettre en œuvre. Et donc, le FEADER dont j'ai parlé rapidement, qui a aussi les mêmes objectifs que le FEAGA, puisque, bien évidemment, vous savez, le FEADER intervient uniquement dans le cadre de l'agriculture. Et l'idée, c'est d'avoir une agriculture beaucoup plus juste, plus verte et plus efficace. Donc, vous voyez bien que tout du long de ma présentation, les décisions donc, de l'Union européenne se voient bien réparties au sein des différents fonds définis et prévus donc, pour les territoires, enfin déjà les États membres, mais également les territoires de France et des Outre-mer. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, le leader, donc c'est une déclinaison donc, du FEADER qui est simplement traité et géré par les EPCI. Donc, si vous avez besoin donc d'accompagnement sur ce type de dispositif, ce fonds, vous pouvez vous rapprocher donc des communautés des communes. Et enfin, donc nous avons un programme aussi, qui est le programme créatif 2021-2027, donc au niveau de l'Union européenne, donc qui concerne plus particulièrement tout ce qui est la partie culture, toutes les actions qui peuvent être proposées, portées autour de ce volet. Donc, pareil, je vous ai mis donc un lien qui vous permettra de mieux comprendre. Et donc, nous avons aussi les autres programmes sectoriels que sont Erasmus+, Europe Créative, etc., que vous allez pouvoir aussi découvrir, puisque ce sont des fonds qui concernent des actions particulières, des projets particuliers et sur lesquels vous pouvez aussi émarger. Donc, ce sont des fonds qui proposent aussi des appels à projets à des périodes bien précises sur lesquelles vous pouvez aussi émarger pour avoir un complément financier de vos projets. Voilà. Donc, les différents autres fonds que vous pouvez consulter et voir plus en détail. Alors, concernant les fonds européens Martinique 2021-2027, donc, comme je l'ai indiqué, vous avez des priorités, donc des orientations voulues par notre territoire, déjà par rapport au TCSP, la qualité donc d'accueil des Martiniquais au niveau donc du territoire, la gestion des déchets et de l'assainissement, continuer aussi le dispositif Atout Inclusion, donc qui concerne surtout les personnes les plus éloignées de l'emploi, accompagner l'aide aux fret aussi, et puis surtout faire en sorte que les foyers aillent sur plus de chauffe-eau solaire dans le cadre du respect de la situation climatique. Donc, en gros, voilà un peu les informations que je vous partage concernant donc, les fonds européens ce matin. Vous aurez le support qui va vous être transmis à partir du moment où vous avez indiqué convenablement vos coordonnées lors de votre inscription. Et puis, si vous avez des questions ou des demandes particulières, donc je pourrais vous orienter, vous répondre. Donc, voilà. Je vous remercie tous et toutes de votre attention et j'espère avoir suscité chez vous l'envie d'approfondir ces questions donc, des fonds européens pour mener à bien vos projets sur le territoire. Voilà, Madame Muriti, j'en ai terminé. Merci, Madame Sébarek, pour toutes ces informations très riches et pour cette remise aussi en perspective dans le cadre de l'Union européenne. Nous vous invitons à aller sur le dernier webinaire de ce salon qui clôturera la semaine. Alors, je vous remets le lien éventuellement. Hop.
dans le chat, qui sera autour du Fonds de développement à la vie associative et que je vais avoir le privilège de vous indiquer. À tout de suite. Et sinon, merci de votre participation. Merci Sandra pour ton intervention. Et à très vite. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Ne pas poche.